Namaskar, on se retrouve aujourd'hui pour parler de quelque chose qui va beaucoup vous intéresser, j'en suis sûr. Pourquoi? Parce que ce sont les postures de yoga, c'est-à-dire le yoga tel que dans le monde occidental on le comprend. Quand on dit yoga, les gens pensent les postures de yoga. Donc je voudrais parler vraiment de l'esprit qui anime ces postures de yoga et puis des certaines règles que l'on devrait suivre de manière à pratiquer ces postures de yoga qu'on appelle asanas. Et ce point fait partie du 9e point des 16 points qui veut dire ou qui se définit selon le sadhana. Le sadhana, le 9e point c'est sadhana et sadhana veut dire l'effort pour atteindre son but. Alors quel est le but que l'on essaye d'atteindre? Le but que les yogis se sont donné, c'est de devenir un avec la conscience suprême, avec l'essence de toute chose, avec Dieu. Donc yoga, le mot yoga veut dire union et c'est l'union entre l'individu, l'homme, la dame, la femme et la conscience suprême. Donc vous comprenez que le yoga, par essence, c'est quelque chose de spirituel. Puisque cette union a lieu entre deux choses. Si vous enlevez le côté spirituel, c'est-à-dire si vous enlevez la conscience suprême ou le divin, il n'y a plus d'union possible. Ou l'union entre quoi et quoi? Entre qui et qui? Donc pour qu'il y ait yoga, il doit y avoir la recherche de cette union avec l'essence spirituelle. Donc lorsqu'on parle de sadhana, de cette pratique spirituelle, elle inclut plusieurs choses. Elle inclut la méditation, elle inclut les asanas, les postures de yoga, elle inclut un code de conduite, elle inclut la propreté, elle inclut tout un tas de choses. Et aujourd'hui, on va parler des postures de yoga, des asanas. Les asanas sont une activité très subtile et vraiment, si elles sont faites dans la règle de l'art, c'est quelque chose qui transforme l'homme. Ne serait-ce que cette petite pratique des asanas, cette petite pratique dans le sens où il y a beaucoup d'autres pratiques qui sont associées au yoga, eh bien, si on les pratique dans la règle de l'art, on va observer une transformation de soi. Une pratique subtile. Pourtant, de nos jours, le yoga ou les postures de yoga se pratiquent dans tout type de club, avec tout type de moniteurs, avec tellement de formes de yoga, tellement de formes d'instruction. Souvent, c'est plus associé à la gym, c'est plus associé à du sport, c'est plus associé à tout un tas de choses, mais rarement à quelque chose de spirituel. Alors aujourd'hui, je voudrais revenir sur ce point. Lorsque on a défini le yoga, on avait expliqué qu'il y avait 8 membres au yoga. On appelle ça Ashtanga Yoga. Pour parvenir à cette union, on devrait suivre 8 membres. Et vous vous rappelez que le premier c'était Jama, deuxième Niyama et troisième Asanas. C'est-à-dire que traditionnellement, les asanas, ces postures de yoga, étaient un enseignement qui allait directement du maître à l'élève. Et lorsque l'élève avait compris, retenu et s'était établi dans les principes de la moralité, alors seulement on lui a enseigné les asanas. Et moi je me rappelle que personnellement, lorsque j'ai eu l'instruction des asanas, la personne qui m'a instruite dans les asanas m'a demandé d'arrêter tout ce qui est tamasique, tous les aliments tamasiques, pour bien vouloir m'apprendre. C'était une posture, je me rappelle très bien de la posture, c'est une posture qui s'appelle Karmasana. Donc je voulais apprendre cette posture et cette personne m'a dit que non, si je veux apprendre, je dois renoncer une bonne fois à tout ce qui est tamasique. Vous vous rappelez, toutes les viandes, alcool, tabac, oignons, ail, champignons, œufs, etc. Et j'ai fait ma promesse. J'étais tellement enthousiaste. Et ce que j'avais appris du yoga jusqu'à présent m'avait déjà tellement plu que j'ai accepté de renoncer à manger de la nourriture non tamasique ou à consommer des aliments non tamasiques. Et pour toujours, pour cette vie-là du moins. Et jusqu'à présent, j'ai tenu ma promesse. Donc, lorsque vous pratiquez les asanas, normalement, ça ne devrait pas être dans un club, ça ne devrait pas être dans une salle de gym, ça devrait être quelque chose qui est à caractère spirituel, bien que ce soit quelque chose qui est bon pour la santé, quelque chose qui passe par
des postures physiques, donc qui est assez physique, mais c'est quelque chose qui a un effet très subtil. Et le plus on est, ou le mieux on se prépare à ces postures d'asanas, à ces postures, pardon, le mieux on en ressent des bienfaits. Non seulement corporels, mais surtout mental et spirituel. Alors il y a beaucoup de règles pour la pratique des asanas. Et la première dont je viens de parler, c'est qu'on devrait être végétarien, c'est-à-dire on devrait suivre un régime sattvique pour pratiquer des asanas. Bien vrai que dans beaucoup de cours de yoga, en fait on ne va pas donner exactement des asanas. Il y aura beaucoup d'exercices, beaucoup d'étirements, beaucoup comment dirais-je, d'exercices autour des postures de yoga. Mais les postures à proprement dites, si en tout cas l'instructeur est bien formé, il y en aura très peu. Et il n'y en a en fait que 3 qu'on pourrait donner si le public n'est pas sattvique, c'est-à-dire si le public qui est devant nous, les élèves qui sont devant nous, n'ont pas un régime sattvique. Et il y aura 3 asanas simplement qu'on pourra leur impartir, c'est-à-dire le yoga mudra, ceux qui connaissent, et le cobra, l'asanas du serpent, et la longue salutation, dirgha pranam. Ce sont ces 3-là seulement, plus des positions de méditation. Sinon, tous les autres asanas, si on veut les faire dans la règle de l'art, et on veut les faire dans la règle de l'art parce que c'est là qu'on en retire le nectar, eh bien, il faudrait suivre un régime sattvique pour les pratiquer. Donc ça, c'est la première règle. Et lorsque vous suivez un régime sattvique, qu'est-ce qui se passe? Vous allez peut-être constater que le flot de votre respiration devient prépondérant par la narine gauche. C'est-à-dire le flot de la respiration passe surtout par la narine gauche. Et lorsque le flot de la respiration passe par la narine gauche, cela active certaines parties du cerveau qui sont liées à des activités subtiles. Par exemple, vous allez méditer, voilà, vous pratiquez les asanas, vous avez vraiment une révélation, une idée, une réalisation exceptionnelle qui vient. La narine gauche devient prépondérante. Vous avez vraiment un sentiment d'amour soudain, la narine gauche devient prépondérante. Mais lorsque vous êtes dans des activités physiques pures, lorsque vous digérez, lorsque vous êtes énervé, vous allez voir que le flot de la respiration devient prépondérant à travers la narine droite. Donc lorsque l'on pratique les asanas, c'est la narine gauche qui devrait être ouverte et le flot de la respiration devrait passer par la narine gauche. Et vous allez voir que si vous faites les asanas sans avoir suivi cette règle, c'est-à-dire que la narine gauche n'est pas forcément prépondérante ou prédominante, eh bien vous aurez mal à la tête, vous vous sentirez très mal à l'aise lors de la posture des asanas. C'est comme si vous mettez de la glace et de l'eau chaude en même temps, ce ne sont pas des amis, ils ne vont pas ensemble. Donc essayez de suivre, c'est très important, ce sont des règles très importantes à suivre. Lors de la pratique des asanas maintenant, on devrait être en sous-vêtements. Même si la température n'est pas forcément très chaude, on devrait être en sous-vêtements, c'est-à-dire en culotte pour l'homme et en culotte avec le soutien-gorge pour la femme, on devrait le faire en sous-vêtements. Lorsque vous le faites en sous-vêtements, vous êtes à l'aise et vous allez sentir qu'un certain type d'énergie circule. C'est très intéressant. Vous voyez encore le problème, si on va donner des cours d'asanas collectifs, eh bien on ne peut pas être en sous-vêtements, donc on ne peut pas suivre ces règles-là. Mais bref, ça peut être, si c'est bien fait, si c'est bien pensé, ça peut être une approche aux asanas, plutôt que des asanas purs. Voilà, on devrait pratiquer les asanas, on ne devrait pas les pratiquer à l'extérieur, on devrait les pratiquer à l'intérieur. Pourquoi? Parce que on a expliqué qu'on devrait être en sous-vêtements. Lorsqu'on est à l'extérieur, à tout moment, il peut y avoir une brusque de l'air froid, une bourrasque, ou un vent frais qui vienne nous affecter et on peut tomber malade. C'est pour ça que c'est mieux de faire les asanas en intérieur. Gardez les fenêtres ouvertes, la salle doit être bien aérée, donc pratiquez vos asanas en intérieur. Et puis, il ne devrait pas y avoir de fumée ou de poussière, hein, ça doit être un lieu propre. Avant de pratiquer les asanas, vous faites votre demi-bain ou vous faites votre bain parce que c'est une pratique spirituelle. Et si vous êtes une dame, ne pratiquez pas les asanas lorsque vous êtes dans la période de menstruation
parce qu'il y a déjà un bouleversement hormonal à ce moment-là. Or, on va jouer de façon très subtile sur les hormones lorsque l'on pratique les asanas. Donc, pas d'asanas si vous avez vos menstruations, pas d'asanas si vous êtes en période de grossesse, et jusqu'à 1 mois après l'accouchement, pas d'asanas. Maintenant, lorsque vous avez pratiqué des asanas, à la fin des asanas, vous devriez vous masser. Et vous allez voir que si vous avez pratiqué les asanas dans la règle de l'art, lorsque vous allez vous masser, vous allez ressentir que votre peau est devenue très douce. Je l'ai ressenti plusieurs fois. Si je pratique très bien les asanas avec toutes les conditions requises, lorsque je fais le massage, et on devrait se masser, la peau, vous sentez que votre peau est devenue très douce. En fait, ce qui se passe, c'est que lors de la pratique des asanas, lorsqu'elle est très bien faite, il y a comme une huile que sécrète le corps qui se dégage et qui reste à la surface de la peau. Et lorsque vous faites votre massage, faites le massage sur tout le corps, donc vous êtes en sous-vêtements, vous allez réincorporer cette huile naturelle dans le corps et vous allez sentir la peau devient douce. C'est magnifique. Ensuite, si vous avez fini vos asanas, vous ne devriez pas toucher l'eau pendant au moins 10 minutes après la pratique des asanas. Pourquoi? Parce que vous êtes plein d'une énergie subtile. Lorsque vous touchez l'eau, elle est un conducteur et vous allez perdre cette énergie subtile. Et vous allez aussi sentir, c'est une forme de stress, c'est-à-dire que ce n'est pas le moment adéquat pour toucher l'eau juste après les asanas. Ce n'est pas non plus le moment adéquat pour faire du sport directement, c'est-à-dire aller courir, aller jouer au ballon, faire des sports très physiques. Ne faites pas ce sport juste après la pratique des asanas. Ceux qui ont des leçons de méditation un peu plus avancées comme le pranayama, ne pratiquez pas le pranayama juste après les asanas. Laissez un temps s'écouler. L'idéal, dans une vie idéale, après les asanas, on irait marcher dans la nature 10-15 minutes solitaire en associant notre respiration avec le mantra qui nous a été imparti pour, comment dirais-je, digérer toutes ces bonnes énergies que l'on a assimilées. Alors, il y a beaucoup de règles, hein, le yoga, il y a beaucoup de règles, mais si on fait bien les choses, eh bien on en retire un maximum de bienfaits aussi, et on évite de se faire mal. Et voilà, je pense que j'ai fait plus ou moins le tour. Donc je voudrais vraiment vous encourager à faire les asanas selon la règle de l'art pour essayer de ressentir que c'est une activité spirituelle. C'est pas seulement bon pour la santé, c'est pas seulement bon pour le corps, c'est bon pour le mental, c'est bon pour son éveil. Et si vous le faites bien, l'effet est fantastique. On devrait pratiquer les asanas 2 fois par jour, une fois le matin et une fois le soir. On devrait pratiquer les asanas de façon quotidienne, c'est-à-dire souvent, et je conseille aux gens qui viennent à nous pour des raisons de santé, ils veulent apprendre les asanas, etc., de pratiquer les asanas de façon quotidienne, chez soi. Vous n'avez pas besoin d'un instructeur tout le temps. Une fois qu'on vous a instruit sur les bonnes manières de pratiquer les asanas, pratiquez chez vous, chaque jour. Donnez-vous une demi-heure, donnez-vous 1 heure le matin avant de commencer la journée pour reprendre conscience de vous, pour reprendre conscience de qui vous êtes, du sens de la vie, du sens des choses, de la vie. Donnez-vous ce temps pour apprécier le moment présent. Donnez-vous ce temps pour un peu réfléchir sur cette course vaine qui est notre vie lorsque on court seulement après les plaisirs de ce monde, après les expériences sensorielles. Donnez-vous ce temps pour rendre votre mental un peu introvertir votre mental pour chercher ce bonheur intérieur. Le bonheur que l'on cherche avidement dans le monde extérieur, il est en fait déjà là avec nous, à l'intérieur. Et c'est pourquoi ce petit sacrifice de temps, peut-être ce petit sacrifice de sommeil que vous allez faire pour cette pratique spirituelle, cette sadhana, va donner une autre dimension à votre vie. Et va vous donner la plénitude dans votre vie. Sinon, il manquera quelque chose. Vous aurez beau avoir tout l'argent, toute la réputation, toute la santé, tout ce que vous voulez, il y aura toujours un sentiment de vide, sans qu'il y ait cette approche spirituelle. L'homme est fait d'une partie physique,
son corps d'une partie mentale et d'une partie spirituelle. Si vous abandonnez cette partie spirituelle, vous aurez beau courir, il y aura toujours un sentiment de vide. Les asanas font partie de cette pratique spirituelle. Pratiquez-les comme telles, en suivant les règles. Et voyez vous-même les bienfaits. C'est quelque chose de formidable. Donc je pense qu'il y aura beaucoup de commentaires parce que beaucoup d'entre vous ont connu le yoga à travers la pratique des asanas et beaucoup dans certains clubs où on ne suit aucune de ces règles. Faites vos commentaires et puis on va échanger et on va on va s'entendre sur les bonnes pratiques et on va continuer notre progression petit à petit vers la réalisation de soi, vers la plénitude. Merci beaucoup. Namaskar.